Bonjour à tous. Je vous laisse me dire dans le chat si vous entendez bien. On va attendre peut-être 1 minute que tout le monde se connecte. Du coup, on va peut-être commencer par l'introduction. Déjà, merci à tous pour votre présence. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat. Vous pourrez aussi récupérer le replay dès la fin de l'événement. Et sinon, il sera aussi disponible sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Jean-Christophe, je te laisse commencer. Oui, merci Claire. Bonjour à tous. Je vois que le nombre de connexions augmente, donc je vais volontairement parler doucement les premières minutes, le temps que tout le monde se connecte. Écoutez, on est ravis en tout cas de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur le sujet des plans de mobilité employeurs. On est Codev, donc on est acteur de la mobilité durable depuis maintenant quasiment 12 ans, et on a beaucoup travaillé sur la mobilité des organisations. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal posé de questions sur l'après-plan de mobilité. Déjà que le contexte a été globalement assez flou pendant des années sur le PDE, puis le PDA, enfin PDE, PDA, PDM, PDME, PDMEC. Voilà, tout ça a pas mal changé. Le contexte réglementaire aussi a beaucoup changé. Ça a commencé par la loi LOR en 96, qui a rendu la mise en place potentielle des plans de protection de l'atmosphère, qui ont ensuite mis en place, enfin permis ou rendu obligatoire la mise en place de plans de déplacement entreprise à l'époque. L'objectif étant initialement forcément de travailler sur la rationalisation des déplacements d'une activité, enfin d'une organisation. Et beaucoup de nos clients à l'époque, dans ce contexte réglementaire, nous demandaient quel était le retour sur investissement d'un plan de mobilité, d'un PDE, d'un plan de mobilité employeur. Et c'était assez difficile, au-delà du fait de parler forcément de qualité de l'air, de mortalité prématurée due à la qualité de l'air, ce qui n'est pas forcément chose simple. Et donc, on s'est dit, ça peut être intéressant de travailler sur, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur ces sujets, sur une enquête qui vise justement à sonder les gens qui ont travaillé sur ces enjeux. Hop, donc, l'objectif, c'était voilà, de vous présenter tout ça. Donc, on va avoir en fait 4 parties sur cette présentation. Donc, l'introduction que je suis en train d'assurer. Une première présentation des résultats, une partie questions-réponses, et puis enfin, une partie conclusion. Donc, l'introduction, je viens en partie de la faire. Ce qui était intéressant pour nous sur cette démarche, c'est de ne pas la mener seule. Comme dit souvent mon associé qui aime bien ce proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'objectif était vraiment de pouvoir mutualiser la démarche avec d'autres cabinets confrères qui travaillent sur ces enjeux-là et qui rencontrent les mêmes problématiques, je pense, je pense plus parce que maintenant j'en ai la certitude, étant donné qu'on est tous là pour en parler, de savoir voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en avant les bénéfices potentiels d'un plan de mobilité et les résultats escomptés. Car c'est une démarche qui, encore une fois, qui prend du temps. Et donc, l'objectif était de travailler justement sur ces sujets-là. Et donc, Access IG, au travers de Peggy, nous a pu du coup, a accepté de rejoindre l'initiative. Également, donc, Guillaume Herman de Mon Univers, Marty Legros d'Indigo, et puis Chloé chez nous qui a travaillé également sur la partie enquête. Donc déjà, je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu et d'avoir souhaité participer, accepté de participer en fait à cette étude. Je ne vais pas trop parler sur la partie introduction parce qu'on a un timing qui est assez serré, pas mal de choses à vous montrer. Globalement, les modalités de l'enquête, comme je vous le disais, c'est une démarche conjointe de 4 acteurs de la mobilité auprès des employeurs. On a proposé une enquête en ligne, donc qui a été administrée pendant 6 semaines, du 9 mars au 20 avril, et on a eu 165 répondants. Voilà, le panel n'a pas vocation à être représentatif statistiquement des employeurs français, mais de collecter un maximum d'informations sur les employeurs ayant déjà réalisé un plan de mobilité.
Et donc, pour être capable, vraiment, l'objectif, c'était de sonder les résultats, attentes et bénéfices potentiels qu'on peut espérer d'un plan de mobilité. Voilà pour la partie introduction. On va passer à la partie présentation des résultats et je vais passer la main donc, à Peggy pour la première partie. Enfin, je vais terminer juste là-dessus. Dans la présentation des résultats, on aura le profil des répondants, la partie motivation, ancienneté des PDME, et chaque intervenant prendra la main sur une section, la partie suivi des plans de mobilité, et puis ensuite, tout ce qui va être bilan et impact du plan d'action. Voilà, donc je vais laisser la main à Peggy sur cette première partie. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors sur le profil des répondants, ce qu'on peut dire déjà, et comme vous le voyez sur le premier graphique, on voit que les établissements qui ont répondu à cette enquête appartiennent davantage au secteur privé plus que du secteur public, puisqu'on a 2/3 des répondants qui appartiennent à ce secteur, mais que au sein de ce secteur, on a des profils d'activité qui sont plutôt variés, puisqu'on va avoir voilà, des établissements qui travaillent dans le domaine des banques assurances, d'autres ce sont des services aux entreprises, dans le domaine de l'industrie, du BTP, etc. Donc ces profils sont quand même plutôt variés. Concernant la taille de l'établissement, et comme vous pouvez le voir également sur ce graphique, on a 1/3 des répondants qui comptabilisent un effectif supérieur à 1000 collaborateurs. Alors, faut savoir que 1000 collaborateurs, c'est pas forcément sur un seul site, hein. On a des établissements qui disposaient de multi-sites, donc voilà, je tiens à le préciser. Et on a 17% des répondants qui ont un effectif inférieur à 100 collaborateurs. Donc ça, ce qui peut s'expliquer par le fait que déjà les obligations réglementaires les obligeaient davantage les établissements de plus de 100 salariés à mettre en place une démarche de plan de mobilité, et que sur des sites où on a moins de 100 salariés, on a moins de risques également d'avoir des problématiques de stationnement, d'organisation du travail, etc. Donc ce sont des sites où on réalise logiquement moins facilement des démarches de plan de mobilité employeur. Alors, on a voulu vous montrer un petit peu les territoires représentés par cette enquête, hein. Donc, on voit que c'est assez inégal d'une région à une autre. Après, on a le département de l'Isère et celui d'Ille-et-Vilaine, ainsi que la ville de Paris, qui sont plus représentés que les autres territoires. Et puis, sur les autres établissements qui ont répondu à cette enquête, voilà, on voit que c'est assez dispatché d'une région à une autre, même si dans l'Ouest, c'est assez représenté. Alors, sur le profil des personnes qui ont répondu à l'enquête, donc on a 75% des personnes qui ont répondu et qui sont bien le référent mobilité au sein de leur structure. Et on en a 17% qui ont répondu mais qui déclarent ne pas être le référent mobilité. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les structures qui ont répondu disposent bien d'une personne en interne qui est chargée du coup de représenter cette partie mobilité. On a quand même 8% des structures qui ont répondu qui déclarent ne pas avoir de référent mobilité. Et sur les services de rattachement de ces référents, donc on voit qu'il y a une représentation qui est assez variée, même si on a plus d'1/3 des référents qui sont rattachés au service RSE développement durable de leur structure. Mais on voit que voilà on a quand même plusieurs services ou directions qui sont représentés et qui prennent en charge cette partie mobilité au sein de leur établissement. Alors, sur la partie motivation et ancienneté des PDME, donc on vous a posé la question de savoir pourquoi l'établissement avait mis en place un plan de mobilité. C'est intéressant pour nous de savoir quelles sont les raisons. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 67%. Alors, vous verrez sur le graphique, hein, on pouvait répondre plusieurs raisons. Donc, c'est pour ça que la somme des pourcentages est supérieure à 100%. Mais on a 67% des répondants qui ont réalisé leur démarche de façon volontaire, donc ce qui est plutôt positif. Et parmi ceux qui ont répondu cette raison, il y en a beaucoup qui, en parallèle, ont répondu qu'il y avait des fortes attentes des collaborateurs. Donc, il y a vraiment un lien entre ces deux raisons. Et puis, l'obligation réglementaire
eh ben, elle est présente aussi, hein, puisqu'on a 60% des répondants qui ont répondu cette raison. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans le cadre de certains plans de protection de l'atmosphère, il y avait des obligations. En 2015, avec la loi sur la transition énergétique, il y avait également des obligations. Donc, c'est pour ça aussi qu'on atteint ce taux de 60%. Alors, on voit qu'il y a 5% qui ont répondu déménagement. Effectivement, il y a des établissements, en fait, dans le cadre de leur déménagement et pour anticiper leur déménagement, qui mènent une démarche de plan de mobilité. Parce qu'effectivement, ils savent que leurs salariés vont avoir des pratiques différentes avec un nouveau site d'implantation. Et donc, voilà, il y a certaines structures qui font le choix d'anticiper et de mettre en place un plan de mobilité dans le cadre de ces déménagements. Et je voulais préciser également qu'il n'y a pas de graphique lié à ça, mais on a un tiers des établissements qui a été accompagné par un bureau d'études. Pour les autres structures, elles ont déclaré l'avoir fait en interne, mais à savoir voilà qu'il y a des collectivités qui ont pu accompagner également ces structures. Alors, on voulait savoir depuis quand les établissements disposaient d'une démarche de plan de mobilité. Donc, on voit que ce sont des démarches qui sont plutôt récentes, puisqu'on a 63% des établissements qui ont répondu qui disposent d'un PDME depuis 3 ans maximum. Mais on a quand même près d'un quart des établissements qui ont mené leur démarche il y a plus de 5 ans. Et pour ces structures-là, il s'agissait davantage de démarches volontaires, alors que celles qui l'ont fait, voilà, il y a 3 ans, moins de 3 ans, entre 3 ans et 5 ans, du coup, c'est davantage des démarches liées à des obligations réglementaires. Voilà, donc je passe la main à Guillaume pour la présentation du suivi des plans d'action. Oui, merci Peggy. Bonjour à toutes et à tous. Petit point du coup sur le suivi de ces plans d'action. On est bien là sur des démarches de management de la mobilité, de changement de comportement. Donc c'est vrai que c'est pas des démarches qui marchent du jour au lendemain, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut un petit peu de temps et donc évidemment la capacité pour les établissements de suivre l'évolution des pratiques de mobilité, des habitudes. Et donc, c'est vrai qu'il y a 2 grandes parties, hein, majoritairement dans un plan de mobilité. La première, c'est sur le diagnostic, l'état des lieux, pour savoir où on en est, quelle est la répartition modale et les comportements de mobilité à un instant T. Et puis derrière, la capacité aussi de mettre en place des mesures, de les suivre, de les réajuster, des fois même d'en supprimer certaines. Et donc, cette capacité à suivre ces mesures et leur efficacité, elle est quand même extrêmement importante. Alors, ce qui nous a frappé quand même dans un premier temps, c'est que sur la question des diagnostics, on en a quand même près d'un tiers des répondants qui n'ont pas prévu de mise à jour, ce qui est assez étonnant finalement. Puisqu'on est là pour faire évoluer les pratiques de mobilité, mais avec finalement aucun cap à la fin pour savoir à quel moment on se dit que nos actions ont eu un impact, à quel moment les pratiques de mobilité ont évolué. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que le diagnostic est prévu à un instant T, mais qu'on n'a pas forcément de mise à jour de prévu, en tout cas dans la démarche, dans la réflexion initiale. C'est moins vrai, par contre, sur les plans d'action. A priori, on a un suivi qui est un peu plus systématique, un peu plus régulier sur les mesures, les actions qui sont mises en place. Il y en a un tiers qui le réalise annuellement et puis de manière un peu plus ponctuelle, mais quand même une fois tous les 2 à 4 ans pour un gros tiers également. Je passe à la slide suivante. Donc pour suivre ces actions, évidemment, c'est intéressant de pouvoir mettre en place certains indicateurs. L'information majeure ici, c'est que alors on a vu que le diagnostic, c'était moins évident, mais sur le suivi des actions, des démarches qui sont mises en place dans un établissement, les établissements, vous êtes relativement autonome avec une capacité de le faire vous-même en interne, hein, pour 91%, même si on a certains qui vont derrière aller effectuer
un recensement, on va dire un reporting sur des plateformes externes qui sont mis en ligne, notamment par les AOM. Mais voilà, on a une très grande majorité des établissements qui mettent en place un suivi de leur plan d'action et qui, derrière, ont mis en place des indicateurs qui sont chiffrés pour la plupart. Alors, les indicateurs chiffrés, c'est des choses qui sont très concrètes, hein. C'est le suivi des parts modales, le taux d'utilisation des véhicules, par exemple, de participation aux événements qui sont mis en place dans les établissements. Et puis, on a d'autres indicateurs qui sont pas forcément chiffrés, mais qui sont plus en lien avec l'effectivité d'une mesure ou d'un dispositif. Voilà. À noter quand même, encore une fois, dans un processus d'amélioration continue, qu'il y en a quand même encore 1 sur 4, 1 sur 5, pardon, qui n'effectuent pas de suivi de ces actions-là. C'est la slide suivante. Sur les actions qui ont été mises en place depuis le début d'un plan de mobilité, ce qui ressort quand même, c'est l'importance du temps. On est vraiment sur une démarche qui s'inscrit dans le temps. Encore une fois, Jean-Christophe le disait en introduction, c'est pas quelque chose qui va se réaliser comme ça d'un claquement de doigts. Et on voit quand même que les établissements qui ont plus d'ancienneté, une certaine maturité dans leur démarche, ont réussi à mettre plus d'actions. Ça paraît évident, mais c'est quand même assez frappant quand on regarde celles qui sont à plus de 10 actions mises en place. On est quand même très largement sur les plans de mobilité qui ont plus de 3 ans. Donc voilà, il faut quand même atteindre ce niveau de maturité. Il faut un plan de mobilité, ça se met en place progressivement avec d'abord des mesures plutôt liées à la communication, l'animation, pour rentrer après sur des choses plus concrètes et des mesures structurantes. Un petit point quand même sur ce qui s'est passé l'an dernier, sans grande surprise, mais on en a la preuve ici concrète quand même. La crise sanitaire, le Covid sur l'année 2020 ont eu un impact assez fort sur les plans de mobilité. On voit bien que pour une grande majorité des établissements, 17% d'entre eux n'ont pu mettre en place aucune mesure et moins de 3 pour la moitié. Donc voilà, ça a été quand même, même si ça a été l'occasion de repenser beaucoup de choses sur les questions de mobilité, c'est vrai que ça a été un petit coup de frein, pour pas dire un petit coup d'arrêt sur ces démarches-là. Toujours sur l'avancement, et on revient encore une fois sur cette notion de temps. On voit que c'est quelque chose qui se met en place progressivement et que pour qu'un plan de mobilité batte à plein régime, on a quand même besoin de laisser faire le temps. Quand on construit son plan d'action, on voit qu'il faut, c'est encore une fois les PDME qui ont plus de 3 ans qui vont réussir à mettre en place un maximum de mesures pour arriver à au moins la moitié, voire plus de 75% des actions prévues initialement dans le plan de mobilité. Il faut un certain temps. Quand on a moins de 3 ans, on est plutôt majoritairement sur 25 à 50% des objectifs prévus à la base. Donc encore une fois, voilà, on a tendance à dire qu'un cycle de plan de mobilité, c'est 3 ans, qui comprend donc le diagnostic, la mise en place, le suivi et l'évaluation. Les résultats ont quand même tendance à le confirmer. Des difficultés rencontrées aussi qui des fois impliquent soit la suppression complètement de certaines mesures, soit le réajustement. Et on a regardé un petit peu quelles pouvaient en être les causes. Alors encore une fois, sans surprise, ça revient malheureusement un peu toujours, mais la crise sanitaire, on a vu juste avant, a eu un impact quand même assez important, notamment sur, sans surprise, l'organisation d'événements, d'animations en lien avec la mobilité. Ça a été une traversée du désert, je pense, pour certains référents cette année-là. Pas mal de soucis aussi sur les questions de déplacement professionnel. Ce qui revient, donc pas trop de surprise là-dessus, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est cette difficulté des référents, en tout cas des répondants, à aller porter le sujet en interne, même si on a, avec les évolutions réglementaires, on a eu un glissement ces derniers temps du côté un peu environnement, écologie des plans de mobilité qui arrivent progressivement sur les questions de RSE, voire RH. Ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à porter en interne pour les référents. Ce qui ressort d'abord, c'est les difficultés à travailler sur l'organisation du travail, la marche qui
qui est pratiqué, qui est universel et pratiqué par tout le monde, mais qui finalement est quand même assez compliqué à promouvoir en interne. Et les questions de stationnement qui reviennent aussi assez régulièrement, qui sont le stationnement, c'est un levier extrêmement fort sur les plans de mobilité, mais ça reste quand même quelque chose d'assez délicat à porter et à promouvoir en interne. Les thématiques les plus souvent abordées, ou au moins on a au moins une action qui est mise en place. Alors là aussi, encore une fois, sans surprise, on a l'organisation du travail qui revient en premier lieu, certainement dû à cette année 2020 où tout le monde a dû se restructurer pour pratiquer le travail à distance. Donc organisation du travail, la communication, qui est, ça c'est plutôt logique, mais aussi une bonne nouvelle, puisqu'on a des référents d'entreprise qui ont conscience que c'est un peu le socle de base, hein, la clé de voûte d'un plan de mobilité, c'est cette capacité à communiquer, à faire passer les messages et à sensibiliser sur cette thématique mobilité. Puis derrière, on retrouve le vélo et encore une fois une question de communication, animation avec l'organisation d'événements. Si on se projette sur les futures actions qui vont être mises en place, on a le covoiturage et l'autopartage, les questions de voitures partagées qui reviennent en première place. Assez étonnant, hein, parce que il faut bien être honnête, on s'est cassé les dents, hein, nous, bureaux d'études, collectivités locales et établissements compris, c'est une thématique qui est quand même très très dure. On sait bien qu'il y a un très gros potentiel sur le covoiturage, mais pour le moment, on a quand même du mal à faire décoller tout ça. Mais ça revient, on ne baisse pas les bras, et les établissements non plus, a priori, donc c'est plutôt une très bonne chose. Derrière, on retrouve le vélo, assez logiquement, avec l'engouement qu'on a pu connaître ces derniers mois. Et puis, l'organisation d'événements qui revient aussi sur le podium, on va dire, avec, je pense, des référents qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir retourner au contact de leurs salariés et de reparler de mobilité dans des conditions un peu plus agréables, un peu plus sympas, on va dire, directement face à face avec leurs collaborateurs. Un petit point sur la prise en compte des évolutions réglementaires, notamment de la LOM. A priori, vous êtes quand même nombreux à être au courant de ce qui s'est passé au niveau législatif, avec, on va dire, oui, c'est 80% des établissements qui sont au courant. Il y en a une petite partie, quand même 35%, qui auraient besoin de conseils ou d'être accompagnés, notamment sur les questions des NAO. C'est un sujet qui est nouveau. Pardon, excusez-moi. Un sujet qui est nouveau et en effet, là aussi, ça ne se fait pas tout seul. Il y a certaines choses à connaître, un niveau d'expertise qui est demandé pour pouvoir passer des messages qui soient cohérents au niveau des NAO. Donc, un besoin d'accompagnement là-dessus. Et puis, sur les dispositifs de gratification, d'incitation financière qui sont mis en place, intéressant de voir que la moitié des répondants sont déjà passés ou comptent passer sur le forfait mobilité durable. C'est un enseignement qui est assez intéressant pour nous. Encore une fois, on en a quand même 32, donc c'est 1 sur 3 qui n'a pas prévu, qui ne l'a pas mis en place ou qui n'a pas du tout prévu de travailler sur ces questions-là. Et puis, on en a 37% qui avaient, a priori, précédemment déjà mis en place l'indemnité kilométrique vélo, et donc qui va basculer sur le forfait mobilité durable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais laisser la main à Marty, du coup, pour les questions de bilan et d'impact. Ouais, merci Guillaume. Donc en effet, sur le bilan et les impacts, on voulait commencer par vous présenter ce qu'on a qualifié de top 3 et de flop 3 des thématiques d'action qui étaient jugées plus ou moins efficaces. Et donc là, on avait listé l'ensemble des actions envisageables, des thématiques d'actions envisageables. Et ce qui ressort dans le top 3, c'est que l'organisation du travail, c'est considéré comme une action très efficace pour 44% des répondants. Donc avec une large avance par rapport aux 2 thématiques suivantes. Donc forcément, cette organisation du travail, elle a été bousculée par la crise sanitaire, mais même en amont de la crise sanitaire, il y avait déjà un ensemble de mesures, des accords sur le télétravail qui étaient en cours de négociation. Et donc en fait, la crise a eu plutôt un effet accélérateur sur ces sujets-là, et c'est vraiment quelque chose qui en effet permet d'éviter un certain nombre de déplacements, et forcément, c'est considéré comme étant très efficace.
Deuxième thématique du top 3, c'est tout ce qui va être autour du vélo, des actions autour du vélo et du vélo assistance électrique. Donc pour 24% des répondants, c'était une action très efficace. Donc en lien forcément avec l'engouement sur la thématique cyclable, avec le plan national vélo et un ensemble d'éléments incitateurs sur le sujet. Et puis, mine de rien, la crise sanitaire également qui a porté ce sujet-là sur le devant de la scène avec des déplacements de proximité plus importants en dehors de la sphère professionnelle, mais qui a forcément eu un impact aussi sur les habitudes de déplacement des collaborateurs. Et puis troisième thématique sur les déplacements professionnels, là où l'entreprise a un levier direct et important. Donc on n'est pas surpris de retrouver ce top 3, mais c'est intéressant de pouvoir le mettre en exergue ici. Et puis sur le flop 3, eh bien justement le covoiturage, tout ce qui va être sur les thématiques d'action autour du covoiturage et de l'autopartage que Guillaume mentionnait comme étant des actions qui étaient envisagées dans les prochaines actions au sein des organisations. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours jugé très efficace, mais qui n'est pas abandonné. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que même si aujourd'hui on n'a pas encore trouvé les leviers qui permettent de rendre ces actions les plus efficaces, il y a quand même une volonté d'avancer sur ces sujets-là. Et donc, c'est pas des sujets qui sont laissés de côté, c'est pas abandonné. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et puis les deux thématiques du flop, c'est la marche, les actions autour de la marche jugées inefficaces à hauteur de 19% des répondants. Là, je pense qu'il y a, vous le verrez par la suite, un vrai souci de suivi en fait de la pratique. Et on va le voir par la suite. Et puis sur les pics de pollution également, c'était un élément qui était ressorti comme étant inefficace pour 13% des répondants. Donc, globalement, mine de rien, les actions, l'ensemble des thématiques actions étaient globalement jugées efficaces ou très efficaces. Il y a plus de la moitié des collaborateurs, en fait, des répondants, pardon, qui jugeaient la plupart des thématiques efficaces et très efficaces. Il y a 56% des répondants qui jugent les actions sur le stationnement, donc que Guillaume évoquait également, et qui est un levier direct de l'employeur efficace également. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, en termes de communication, là, il y avait, c'était moins clair, le résultat était moins évident, mais il y avait 41% qui jugeaient les actions de communication moyennement efficaces. Ils étaient 36% à les juger efficaces. Donc, c'est un peu à double tranchant en termes de communication. Je pense que ce qui est important de retenir sur ce sujet-là, c'est que la communication seule, je pense, est jugée relativement inefficace ou moyennement efficace, et il faut forcément qu'elle soit accompagnée de mesures et de dispositifs qui encouragent les pratiques par ailleurs. Sur la thématique des déplacements professionnels dans le top 3, ce qu'on notait aussi, c'est que plus de 50% des employeurs disposaient d'un guide ou de directives à destination des collaborateurs qui concernent les déplacements professionnels, et la grande majorité de ces employeurs, en réalité, disposaient déjà de ce guide avant la mise en place de leur plan de mobilité. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. C'est un moyen d'agir directement en étant employeur, et ça, même en dehors d'un plan de mobilité, les employeurs l'ont bien saisi. Sur l'impact concret et un peu le retour sur investissement, même si on ne parle pas d'éléments financiers, c'est nous, ce qu'on voulait analyser, c'était l'évolution des parts modales suite à la mise en place d'un plan de mobilité. Et donc, ce graphique est assez riche d'enseignements. Le premier est un peu déceptif, mais il nous donne du grain à moudre, nous, en tant que bureau d'études, pour vous accompagner dans vos plans de mobilité. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a quand même assez large méconnaissance des évolutions des parts modales. Donc, c'est la partie qui apparaît en gris, en fait, sur le graphique qu'on vous présente, c'est-à-dire l'ensemble des répondants qui ont indiqué qu'ils ne savaient pas la part modale des différents modes de déplacement. Et donc, ça, c'est assez important de le souligner. C'est-à-dire que Guillaume, tout à l'heure, indiquait que la plupart des entreprises ou des organisations avaient mis en place des indicateurs pour suivre leur plan de mobilité. Vraisemblablement, il y a un travail à faire sur la qualité de ces indicateurs et leur exhaustivité aussi. On prend pour exemple la marche que je mentionnais tout à l'heure dans le flop 3 des thématiques actions qui étaient jugées inefficaces. Ici, on se rend
compte que 81% des répondants ne pouvaient pas nous indiquer quelle était l'évolution de la part modale de la marche. Donc, il y a un problème de visibilité en fait sur cette évolution. Et c'est vrai que un marcheur, il laisse assez peu d'impact sur son environnement. C'est pour ça qu'on aime bien la mettre en avant. Sauf que du fait, c'est plus difficile de percevoir son évolution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que le vélo est bien le mode qui semble gagner le plus largement en termes de part modale. Donc pour 67% des répondants, donc le vélo a augmenté sa part modale et c'est de loin le mode qui semble être le plus en augmentation au sein des organisations. Et un autre élément qui nous réjouit, c'est que même s'il y a une inertie que Guillaume a bien présenté dans la mise en place d'un plan de mobilité et de ses impacts, on voit bien ici qu'il y a une baisse de la part modale de la voiture à hauteur de 39% des organisations, ce qui est quand même l'objectif aussi d'un plan de mobilité, c'est de réduire l'impact des déplacements et donc forcément le mode automobile ayant un impact important, là on a un élément de satisfaction quand même. Avec certaines nuances, mine de rien, on remarque que sur le transport en commun et le covoiturage, probablement lié avec la crise sanitaire qu'on a traversée ces derniers mois, on constate quand même qu'il y a une augmentation de façon, pour la plupart des entreprises, mais c'est quand même un mode deux modes qui ont tendance aussi à baisser à hauteur de 12 ou 13%. Et donc ça, c'est un élément peut-être de vigilance en termes d'impact de la crise sanitaire. En gros, la crise sanitaire a eu un double impact. Pour le vélo, ça l'a boosté, et pour le transport en commun et le covoiturage, vraisemblablement, ça a eu tendance à augmenter, à créer une baisse des usages sur le sujet. Alors, hop. Sur les personnes pour les répondants qui avaient constaté une baisse de la part modale de la voiture, on leur avait demandé à combien ils l'estimaient. Et encore une fois, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance globale de l'évolution des parts modales, notamment pour 50% des répondants qui ne pouvaient pas nous indiquer dans quelle proportion la part modale de la voiture avait diminué. Pour ceux qui ont pu répondre, c'est des avis majoritairement qualitatifs, c'est-à-dire en fait c'est des observations du niveau d'occupation du parking, notamment, et donc c'est pas forcément des indicateurs chiffrés en termes de part modale concrète. Et donc ce qu'on peut constater quand même, un élément intéressant, c'est qu'un tiers des répondants constatent bien une baisse de la part modale automobile, qui est comprise entre 1 et 10%. Donc une baisse relativement significative, enfin sensible, mais peu significative sur l'impact environnemental, et une minorité, donc 15%, qui constate une baisse de la part modale automobile d'au moins 10%. Et on est seulement à 5% sur une baisse à plus de 20%, ce qui nous donne aussi encore des marges de progression assez importantes, mais des espoirs, puisque on voit qu'il y a quand même une baisse qui est enclenchée et qui porte ses fruits, quoi. Les actions du plan de mobilité semblent quand même porter leurs fruits en matière de baisse de l'usage automobile. Une question sur l'évolution des déplacements de façon globale. Donc, si on sort un peu de l'idée d'analyser les parts modales, cette fois-ci, on a voulu sonder l'évolution du nombre de déplacements en matière de déplacements sur la pause méridienne, donc la pause déjeuner, sur les déplacements professionnels et sur les déplacements domicile-travail. Et ici, ce qu'on constate, c'est que même en ayant indiqué dans la question de bien se projeter en dehors de la crise sanitaire, il a été vraiment très difficile pour les répondants d'isoler la question du contexte actuel, parce que les résultats et les commentaires qui étaient associés à cette question mentionnaient de façon très large ce sujet-là. Donc, je pense qu'on peut considérer que c'est en contexte de crise sanitaire et pas forcément en dehors de ce contexte-là. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une forte baisse des déplacements domicile-travail et professionnels à hauteur d'environ 40%. Et un grand manque de visibilité sur les déplacements méridiens, donc de la pause déjeuner, qui sont souvent difficiles à appréhender.
par les employeurs, il y a assez peu de visibilité là-dessus. Et puis, à noter quand même, pour certains, à hauteur quand même quasiment de 10%, une augmentation des déplacements professionnels. Ça, c'est un élément quand même à noter, je pense, malgré le contexte. En termes de, on a questionné aussi le budget consacré pour le plan de mobilité. Donc, depuis la mise en œuvre, c'est une question qui n'a pas été évidente pour à peu près un tiers des répondants qui ont indiqué ne pas savoir et ne pas pouvoir nous indiquer de chiffres ou de ratios. On a distingué les plans de mobilité qui concernaient des entreprises ou des organisations de moins de 500 salariés et des organisations de plus de 500 salariés. Et donc, ce qu'on constate, c'est que on a bien une majorité de budgets qui sont en deçà de 10 000 euros et particulièrement pour les entreprises de moins de 500 salariés. Il y a une logique pour les entreprises de moins de 500 salariés dégressive. Plus on augmente le budget et moins il y a d'entreprises qui sont concernées. Par contre, pour les plus grosses organisations de plus de 500 salariés, eh bien là, on constate que il y a des budgets très variés pour ces organisations-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir pu constater qu'il y avait une vraie corrélation entre le budget déployé pour la mise en œuvre du plan de mobilité et la diminution de la part modale de la voiture. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire qu'en gros, quand une organisation met le paquet en termes de financement, elle peut a priori escompter des résultats assez satisfaisants, d'autant plus que justement par rapport au niveau de satisfaction qu'on questionnait également dans notre enquête, ce qu'on remarque, c'est que c'est assez mitigé, mine de rien. Sur ce genre de questions, généralement, il y a une prime à la satisfaction, et là, c'est pas du tout le cas. On voit que la majorité des répondants sont en définitive moyennement satisfaits. Il y a quand même une proportion non négligeable de répondants qui sont pas du tout satisfaits. Et donc, ce qu'on constate, c'est que justement, la diminution de la part modale de la voiture, c'est vraiment le facteur numéro 1 de satisfaction sur les plans de mobilité employeurs. C'est-à-dire que dans les 19%, plus 4%, donc quasiment 25% ici, donc un quart des répondants qui sont satisfaits, en réalité, la plupart ont bien réussi et perçu une diminution de la part modale de la voiture. Et forcément, alors ça c'est sans surprise, mais plus le niveau d'avancement du plan de mobilité est élevé et plus le niveau de satisfaction est également bon. En termes on questionnait également les retours d'expérience et les échanges qui peuvent s'effectuer entre organisations pour capitaliser sur justement ces expériences. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que on a une majorité d'établissements qui a déjà cette possibilité d'échanger et de partager. Une part non négligeable, les 2/3 des organisations ont déjà cette possibilité et une grande majorité souhaiterait dans tous les cas pouvoir bénéficier de ça. Il y a plus de 80% des répondants qui sont intéressés à l'idée de pouvoir même organiser et participer à un réseau professionnel autour des thématiques de la mobilité, et la moitié qui serait prêt à partager justement leur retour d'expérience et des éléments sur les expérimentations ou les résultats qu'ils ont pu obtenir. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est assez intéressant et je pense à mettre en avant en tant qu'acteur auprès des employeurs sur les retours d'expérience. Je vais passer la main maintenant à Peggy et à Chloé qui ont potentiellement récupéré des questions que vous avez indiquées dans le chat au cours de nos présentations. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à étayer. C'est le moment d'échanger entre nous sur des éléments qu'on a présentés si vous avez des questionnements. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer dans l'onglet prévu à cet effet à côté de l'onglet chat ou directement dans le chat. Alors moi, du coup, j'ai une question, alors qui rend à partie de Marty ou Guillaume, mais voilà. C'est une personne qui dit qu'ils aimeraient mettre en place le covoiturage, mais qu'ils pourraient avoir des problèmes légaux avec l'URSSAF. Est-ce que vous savez s'il y a des changements qui concernent l'URSSAF?
très bonne question. Je pense que c'est peut-être par rapport à, enfin, après, il faudrait que la personne peut-être précise, je sais pas si c'est par rapport au barème kilomètres, les sommes peuvent percevoir peut-être les conducteurs. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais voilà. Ouais, ça serait bien si on pouvait avoir une précision sur l'objet. Ah, la personne me dit oui, ça doit être ça alors. Ouais. Elle est en train de préciser là, je sais. Marty, tu veux y aller? C'est ta partie, il me semble. Moi, j'ai pas d'indication particulière ni de visibilité sur des évolutions en lien justement avec cette problématique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont une meilleure visibilité que moi sur ce sujet-là. Moi, j'avoue ne pas avoir d'éléments là à vous apporter, Madame Galvis. Désolée. Alors moi du coup j'ai regardé un petit peu entre-temps voir ce qui était dit sur le sujet. Alors sur le site économie.gouv, c'est indiqué qu'à partir du moment où il s'agit d'un déplacement qui est effectué pour votre compte, que le prix du voyage n'excède pas le barème kilométrique et qui est divisé par le nombre de voyageurs et que vous payez une part du prix du carburant, du coup, les sommes perçues n'ont pas à être déclarées. Je peux vous mettre le lien, si vous voulez. Voilà, mais effectivement, moi, je n'ai pas non plus plus de précision. De manière générale, hein, je crois que les rétributions en lien avec le covoiturage ne peuvent pas être, comment dire, représenter un gain financier pour le pratiquant, pour l'automobiliste, enfin le conducteur en tout cas, on n'est pas censé gagner de l'argent parce qu'on fait du covoiturage. Je crois que légalement, la limite doit rester dans le coût réel du déplacement, donc frais de carburant notamment. Après, peut-être qu'on peut aussi mentionner la possibilité, si ce n'est pas déjà le cas, de mettre en place le forfait mobilité durable pour valoriser justement cette pratique. Hein. Oui, parce que la suite de la question, c'est la loi devait changer l'année dernière. Donc, mis à part en effet la mise en place du FMD, j'ai pas tellement d'autres informations. Rappelez quand même que le plafond est passé de 400 à 500 euros. Mais c'est vrai que là, comme ça va être... Et Madame Galvis demande, nous avons mis en place une prime transport. Si on met en place du covoiturage, faudrait-il supprimer cette prime? Ça dépend de quel prix de transport il s'agit, mais à mon sens, il faudra que cette prime s'intègre dans le forfait mobilité durable. Oui. En tout cas, le bénéfice que pourront en tirer les salariés, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise privée, 500 € par an, il faudra que ça rentre dans cette enveloppe. Vous ne pourrez pas aller au-delà de cette enveloppe défiscalisée. Pas d'autres questions pour le moment. Ok, ça marche. Est-ce que peut-être on peut laisser du coup la parole à Chloé et puis s'il y a des questions qui ressortent, on pourra les traiter rapidement à la suite, si ça vous va. Moi, ça me va. Alors, que je prenne ma main. Du coup, moi, je vais vous faire une petite conclusion assez succincte sur les grands éléments que l'on peut retirer de toute cette analyse. Donc, dans un premier temps, on constate un passage de plans de mobilité employeur qui sont mis en place pour cause de contraintes réglementaires à un engagement fort des employeurs, que ce soit dans le cadre d'une politique RSE ou pour des enjeux d'attractivité, d'exemplarité, ou encore des enjeux sociaux, notamment à la suite du mouvement des Gilets jaunes d'il y a 1 ou 2 ans maintenant. Aussi, la notion de qualité de vie au travail est de plus en plus associée à la thématique de la mobilité qui est désormais abordée dans les négociations annuelles obligatoires.
Et la mobilité devient un sujet social du quotidien qu'on ne peut plus ne pas aborder dans le cadre du travail. Tout cela se reflète dans la gouvernance du projet plan de mobilité employeur en interne dans les entreprises, avec la fonction de référent mobilité qui est principalement occupée par des personnes de la RSE ou des ressources humaines. Il n'y a par ailleurs pas un modèle unique de gouvernance ou de méthodologie mis en place par les entreprises. Elles se saisissent de l'outil en interne et l'adaptent à leurs besoins et compétences principalement. En conséquence, le suivi et les mises à jour qui sont mis en place, que ce soit du plan d'action ou de l'outil plan de mobilité employeur en lui-même, ne sont pas les mêmes partout. Des fois, ce suivi, il n'existe pas. Quand il existe, il n'est pas forcément réalisé avec le même degré de précision et les mises à jour ne sont pas réalisées avec aux mêmes fréquences quand elles existent. Par ailleurs, on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pas dans le cadre de cette enquête, dissocier l'impact du plan de mobilité employeur avec l'impact de la crise sanitaire. Ça se voit par le fait que les actions qui sont jugées les plus efficaces sont le déploiement du télétravail, l'augmentation, ce qui entraîne l'augmentation de la pratique du vélo et la réduction des déplacements professionnels qui sont bien entendu directement liés aux restrictions ou aux causes de la crise sanitaire, tout comme l'est la déception un peu des répondants vis-à-vis des actions en lien avec le covoiturage et les difficultés à organiser des événements de communication à cause de l'interdiction au rassemblement. Alors qu'on commence peut-être, on espère, à voir le bout de cette crise, à en sortir, il semble important de continuer à creuser ces sujets néanmoins, surtout étant donné le fait que le covoiturage et ces événements de communication sont encore très présents dans les plans d'action et figurent parmi les actions les plus populaires parmi les répondants. Il faudra aussi continuer à développer les pratiques qui ont connu un boost avec la crise, le vélo et le télétravail notamment, en les adaptant à des conditions de travail un peu plus ordinaires une fois qu'on sera sorti de ce contexte particulier. Enfin, pour répondre à la question qui a impulsé un peu ce webinaire, cette enquête, quelles sont les attentes et les résultats que l'on peut espérer en mettant en place un plan de mobilité employeur ? On observe que les résultats de l'outil plan mobilité employeur, ils ont une tendance positive. On voit une baisse du nombre de déplacements, une baisse de la part modale de la voiture individuelle au profit des modes qui lui sont alternatifs et une satisfaction des répondants vis-à-vis de leur plan de mobilité qui augmente au fur et à mesure de l'avancement du projet. Mais il demeure, comme on l'a vu dans la partie qu'a expliqué Marty, qu'une majorité des répondants ne sont aujourd'hui pas en mesure de réellement évaluer l'impact de leur plan de mobilité. Cela soulève les questions de l'investissement dans la démarche sur le long terme des entreprises, qui n'est peut-être pas aujourd'hui encore quelque chose qu'elles font toutes. Et aussi la question de la méthodologie de suivi de l'impact du PDME, qu'il faudrait peut-être repenser pour qu'elle soit plus légère, plus pédagogique, plus adaptée au mode de fonctionnement des entreprises qui déploient cet outil, pour qu'ils aient plus facilement une meilleure visibilité sur leurs résultats et donc nous permettre à nous d'avoir une meilleure visibilité sur l'efficacité du plan de mobilité employeur de manière générale. Je ne sais pas si on a reçu d'autres questions, mais de mon côté, j'ai fini. Merci Chloé. Pas d'autres questions pour le moment. On peut peut-être attendre quelques minutes, voir si de nouvelles interrogations se profilent. Et sinon, conclure gentiment cette matinée. D'ailleurs, je remercie tous les participants qui ont contribué à apporter les éléments de réponse, notamment Jean-Luc, sur le sujet du covoiturage. Alors, je vois que des gens écrivent encore.
Non, mais pas forcément de questions. Bon, ça veut dire que l'ensemble de nos participants ont été d'une clarté exemplaire. Il ne me reste du coup juste qu'à tous vous remercier. Ah, ça y est. Pardon, excusez-moi, il y a de nouveau une question. De nouveau sur le sujet ah non, pas du covoiturage. Est-ce que la création d'un réseau de plans de mobilité entreprise est prévue? Alors, il faudrait que Julie nous précise la question parce que moi, j'ai du mal à l'interpréter. Qu'est-ce que vous entendez par réseau de plans de mobilité? Un espèce d'animation, de groupe de travail entre différents référents de plans, c'est ça? J'imagine que ça doit être dans ce sens-là. Ça fait d'ailleurs. Ouais, échange sur les actions. Ouais, tout à fait. Alors, il y a déjà des initiatives plutôt locales en général. Guillaume pourra en parler à Grenoble. Il y a des choses qui sont faites. Nous, au niveau national, on travaille sur l'écosystème mobilité. Donc, il y a un écosystème, un do tank d'acteurs de la mobilité, que ce soit des entreprises, des startups, des institutionnels, qui visent justement à mettre tout ce monde-là en mouvement sur les sujets de mobilité. On fait pas mal de webinaires justement sur différentes thématiques associées. Mais c'est vrai que localement, il y a pas mal d'initiatives qui permettent justement de regrouper les différents acteurs de la mobilité sur un territoire. D'ailleurs, et il y a la FAPM également, tout à fait. Merci Antoine. D'ailleurs, on remarque que dans les répondants, donc ça a été des bons relais justement quand il y a des acteurs sur le territoire qui se mobilisent, puisque les secteurs où on a eu un nombre de réponses important, c'est justement on a pu relayer auprès de tels réseaux et c'est toujours intéressant. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie des canaux qu'on a utilisés. Ce sont notamment les organisations territoriales ou les AOM également qui ont souvent pu être en contact avec les acteurs économiques du territoire et relayer l'enquête. J'espère que ça répond à votre question, Julie. Parfait. Est-ce qu'on a des questions de dernière minute encore? Il nous reste 8 minutes sur le timing initial. Alors, je vois que Jean-Luc Barry indique des éléments sur un étonnement sur les résultats sur les thématiques du covoiturage et de l'autopartage. En fait, l'idée, c'était de questionner les actions qui étaient considérées, qui avaient été déjà mises en place et qui avaient été considérées comme étant très efficaces, moyennement efficaces ou inefficaces. Et c'est vrai que c'était le covoiturage et l'autopartage, c'était la thématique d'action qui était ressortie le plus comme inefficace. Cependant, on l'a bien vu, Guillaume l'a indiqué, c'était aussi dans le top des actions à venir. À mettre en place dans les prochaines actions. Et donc, c'est vrai qu'on constate que même si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a peut-être pas eu forcément pour tout le monde, en tout cas, des résultats évidents, c'est une action qui reste, en tout cas, c'est une thématique qui reste explorée et à approfondir, quoi. On voit que les organisations croient en ces solutions. Simplement, on n'a pas encore trouvé le levier le plus pertinent pour que ce soit le plus convaincant. Ce qui met en avant la persévérance aussi des référents, c'est plutôt une bonne chose. On sait qu'il reste un gros potentiel sur ces questions de partage de véhicules. Mais ouais, comme disait Marty, on n'a pas trouvé la solution ultime encore. Et on est content. Et pour compléter, ça reste une solution qui, sur le papier, est extrêmement intéressante parce qu'elle est peu chère à déployer. Elle concerne forcément un potentiel important. Et c'est ce qui peut, je pense, expliquer cette ambivalence de résultats. C'est que d'un côté, les structures qui l'ont déployé, voilà, par rapport à ce qui avait été imaginé, ça génère plutôt de la déception. Compte tenu des résultats. Par contre, ça continue d'être un sujet où les structures se disent, bah oui, c'est simple à mettre en place et ça peut avoir des résultats. Sauf que dans la réalité, on sait que, comme le dit Guillaume, on n'a pas encore trouvé la clé magique à ça. On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là au début de notre activité avec Blablacar notamment, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'embarquer des gens et d'obtenir des résultats concrets sur ces sujets. Donc, je pense que c'est ce qui explique cette ambivalence. C'est d'un côté la facilité de mise en place qui attire encore, couplé avec le fait qu'une structure qui l'a mise en place, forcément, est souvent assez déçue des résultats obtenus.
Après, c'est vrai qu'une solution de covoiturage, elle s'accompagne beaucoup d'une grosse communication aussi pour lever les freins, parce que la structure, elle, veut mettre cette solution, mais après, il faut convaincre les collaborateurs. Et on a souvent les mêmes questions de oui, mais si la personne peut pas me ramener le soir, donc voilà, il y a des éléments de langage qui sont importants. On peut venir avec une personne le matin, repartir avec une autre le soir. Tout ce qui est question d'assurance, etc. C'est vraiment très important d'accompagner cette solution avec une communication qui va avec et qui est claire pour les collaborateurs. Et je pense que ça va rejoindre aussi le côté plan d'action qu'on a évoqué aujourd'hui. Il faut être capable de mesurer les attentes potentielles en fait, d'un projet de covoiturage pour ne pas générer de l'insatisfaction. Et ça, je le dis souvent à nos clients. On va rarement avoir une part modale du covoiturage supérieure à 5 ou 10% dans le meilleur des cas. Donc, c'est-à-dire que sur une structure de 500 personnes, ça va concerner en gros maximum 50 personnes, donc 25 équipages. Donc, en gros, voilà le potentiel pour une structure, pour un site de 500 personnes, c'est potentiellement 20 équipages. Dans le meilleur des cas, à accompagner à 3 ans. Donc forcément, remis dans le contexte, ça limite un peu, ça freine un peu les ardeurs, mais c'est la réalité. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus. Oui, puis ça sous-entend aussi qu'en termes de territoire et d'AOM, il y ait des actions conjointes. L'employeur n'a pas tous les leviers à sa disposition, donc ça sous-entend aussi de mobiliser l'écosystème sur le sujet. Ouais. Et on a une remarque. Après la Covid, le covoiturage a pris du plomb dans l'aile. A-t-on des éléments chiffrés d'impact de telle ou telle mesure pour communiquer aux employeurs? De façon précise, on n'a pas questionné ça dans le cadre de l'enquête ici. Mais on commence à avoir des retours assez qualitatifs sur ces éléments-là, mais on n'en a pas questionné ici. Et sur le plomb dans l'aile du covoiturage, en définitive, on voit que sur les évolutions de façon globale, certes, l'année dernière, ça a été compliqué, mais on a quand même une augmentation. La tendance est quand même à l'augmentation de la pratique, vraisemblablement, selon les réponses qui ont été apportées. Et puis, on peut aussi noter quand même une implication de plus en plus forte sur ces questions de covoiturage des AOM. On voit des initiatives naître et voir le jour un petit peu partout sur le territoire national, que ce soit en termes d'infrastructures ou de nouveaux services. Certains sont pas mal aidés, notamment via des dispositifs de certificat d'économie d'énergie. Il y a quand même quelque chose qui se passe, un frémissement, on va dire. Mais ouais, je voulais quand même noter l'importance des AOM qui ont vraiment leur rôle à jouer là-dessus, sur les infras. Il y en a quelques-unes qui ont vu le jour. C'est encore un peu tôt pour avoir des retours précis et chiffrés sur les voies de covoiturage, mais en tout cas, on voit bien que les collectivités s'emparent du sujet covoiturage, voiture partagée de manière générale. Ça peut peut-être nous aider à avancer également. On a une question. Le thème d'organisation du travail est vaste. Quels seraient les 3 leviers les plus efficaces? Je pense que là, je me permets d'apporter un premier élément de réponse et puis je vous laisserai compléter, mais je pense que là, clairement, sur ce qui a été, ce qu'on ressent par rapport aux commentaires qui ont été associés à ces réponses, c'est vraiment la mise en place d'un télétravail généralisé, notamment accéléré par la crise sanitaire qui a provoqué cet aspect top 3 des actions qui ont été efficaces, puisque forcément on réduit de façon drastique le nombre de déplacements quotidiens, donc il y a un impact direct là-dessus. Après, donc je pense que le télétravail, la mise en place d'accords de télétravail en situation normale, donc pour dépasser la crise sanitaire, c'est déjà le levier numéro 1, puisqu'on évite le déplacement. En tout cas, on en évite en partie un nombre de déplacements important. Et ensuite, je pense qu'il peut y avoir des réflexions sur des bureaux déportés aussi qui peuvent être intéressantes. Je vous laisse compléter si vous avez un troisième levier qui peut être intéressant sur l'idée de l'organisation du travail. Alors, moi, j'ai pu accompagner une structure qui avait autorisé à décaler les horaires de présence, du coup, sur site. Donc, voilà, ça permettait
à plusieurs personnes d'arriver de façon décalée et de repartir de façon décalée, et ça avait plutôt bien fonctionné également. Oui, c'est notamment une expérimentation qui a eu lieu à la Défense également, qui a assez bien fonctionné, le fait de pouvoir globalement à l'échelle du bassin d'emploi proposer un décalage des arrivées et des départs. De manière générale, je pense moi de façon plus visionnaire que la crise sanitaire va revoir complètement la stratégie foncière des entreprises. Je vois notamment le foncier dans les grandes agglomérations françaises coûte extrêmement cher et ça coûte très cher en fait à des structures aujourd'hui de continuer à payer des bureaux vides. Et donc je pense que les structures vont continuer à réfléchir sur la façon d'optimiser leur foncier et notamment peut-être de déployer des agences régionales un peu plus facilement. Parce que ça va être également une attente de la part des collaborateurs. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de top 3 des mesures actuelles à mettre en place, mais je pense que c'est des choses qu'il faudra attentivement regarder dans les années à venir. Ouais, c'est très en lien, du coup, avec le développement des tiers-lieux d'activité, justement, cette nouvelle stratégie foncière des entreprises. C'est vrai que c'est encore assez peu connu, assez peu développé, mais on sent qu'il peut y avoir aussi quand même un gros potentiel là-dessus, avec la possibilité de conserver des conditions de travail voilà, dans un environnement vraiment professionnel, mais en limitant l'impact de ces déplacements, en allant travailler beaucoup moins loin de chez soi. Et des équipements. Et pour le coup, avec un vrai retour sur investissement. Oui. J'espère que ça répondait à la question, du coup. On a atteint la limite du créneau. Alice a répondu en partie du coup, sur l'espace questions. Je te remercie. Est-ce qu'on a du coup d'autres questions, peut-être de dernière minute avant de clôturer? Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Merci du coup à tous les contributeurs qui participent à apporter des éléments de réponse dans le chat. Je crois qu'on est sur une phase de remerciement, donc ça sent la fin. Parfait. Bah, écoutez, je remercie en tout cas l'ensemble des participants. Ça a vraiment été un plaisir de travailler avec Access IG, Mon Univers et Indigo sur ce projet. J'espère au fond de moi qu'il puisse y avoir une V2 d'ici quelques années, qu'on puisse justement avoir se dire qu'on remesure ça d'ici 2 ans, par exemple, voir quel a été l'impact de la crise sanitaire, par exemple, sur ces résultats-là, et sur le fait, comme on le disait, que l'approche plan de mobilité soit déportée de l'aspect environnemental à l'aspect plutôt RH, organisation du travail ou RSE, que ce soit plus un sujet social dans le cadre des NAO notamment, et qu'on puisse voir quel impact tout ça peut avoir. Donc, je vous remercie tous. Je vais peut-être laisser chaque intervenant voilà, saluer, et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. C'était un plaisir de travailler avec des confrères. J'espère qu'on pourra renouveler l'expérience dans le futur. Bah, tout pareil, hein. Merci pour ce travail conjoint et puis à la prochaine. Merci à vous, ouais. C'était sympa de travailler aussi avec vous sur ces sujets. Et merci à ceux qui ont posé des questions et voilà, qui sont venus assister à cette présentation. Et merci à tous aussi d'avoir travaillé avec vous, c'était très agréable et je pense en effet que ce sera une expérience à refaire d'ici quelques années. C'était le mot de la fin. Excellente journée à tous.